Bonjour Aldric, ravi de t'accueillir sur cette scène. En réalité, tu es un peu ici chez toi. C'est la 6e édition et c'est la 6e fois que tu participes. Donc tu as déjà noté la date pour l'année prochaine, le 18 septembre. On va évoquer ensemble la place que l'IA tient dans le groupe Crédit Agricole. Et je te propose peut-être de commencer par resituer le chemin parcouru par le Crédit Agricole dans son appréhension de l'IA. Et en particulier, vous êtes un groupe très décentralisé, quarantaine d'entités. Comment on met en mouvement un tel groupe et quels sont les premiers jalons que vous avez franchis? Bonjour Alexis, effectivement oui je suis habitué. Alors 40 entités c'est au bas mot, en fait c'est beaucoup plus. Donc oui on est unis et décentralisé, il faut le savoir. Ce qu'on peut dire déjà c'est que l'IA c'est quand même une longue histoire au Crédit Agricole. On n'a pas découvert tout ça en novembre 2022 avec ChatGPT. En revanche, on s'est aperçu assez vite, début 2023, qu'il y avait quand même quelque chose qui était en train de se passer et qu'il fallait préalablement qu'on réunisse cet écosystème décentralisé pour y réfléchir et puis pour se fixer un certain nombre de règles de façon à aller vers une stratégie d'adoption maîtrisée. Donc ça nous a occupé 3-4 mois. En avril 2023, on a décidé de la méthode par laquelle on allait s'y prendre. Beaucoup de pédagogie, d'acculturation, la protection des données évidemment, les nôtres mais aussi celles de nos clients. Et puis l'expérimentation. L'expérimentation justement dans un écosystème aussi décentralisé avec de nombreux métiers, ça consiste à comprendre, à apprendre en touchant finalement du doigt ce que c'est que ces usages et puis comment les faire. Bon, là aussi on a fixé des règles pour sécuriser et puis aussi pour mesurer finalement la pertinence de ce qui serait fait à la fois sur le plan de la performance métier, mais aussi sur le plan des gains et de leur justification par rapport à cette technologie. Assez tôt aussi, on a formulé l'idée de se dire que ça aurait des impacts sur notre socle technologique, également sur la vigilance qu'on doit avoir sur les risques, notamment les risques de dépendance technologique. Et puis, on s'est dit, de toute façon, à 150 ou 200 expérimentations dans le groupe, c'est pas une fin en soi. Il va falloir qu'on recentre, et ça, c'est la dernière étape en fait qu'on a menée et dont on va parler. Et donc tu t'exprimes beaucoup, notamment sur la stratégie du groupe qui s'appelle la stratégie de déploiement à l'échelle. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette stratégie de déploiement à l'échelle qui vise à, si j'ai bien compris, à accélérer le processus jusqu'à l'industrialisation? Est-ce que c'est la manière que vous avez choisi de vous extraire de cette première phase dans laquelle vous avez, un peu comme tout le monde, peut-être tâtonné, beaucoup appris, pour apprivoiser ce nouveau sujet qu'est la GenAI? Oui, alors je pense que ce qui est important de dire, c'est que fondamentalement, cette stratégie de déploiement de l'IA générative directement à l'échelle ne change pas la place qu'on donne à la data et l'IA dans notre stratégie globale. C'est-à-dire que pour nous, la data et l'IA doivent servir finalement à renforcer l'humain, le signe distinctif de notre modèle relationnel. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on simplifie, qu'on fasse gagner du temps, qu'on signale là où c'est important d'être présent pour nos clients. Ça ne change pas, on le met bien au fronton finalement de cette stratégie de déploiement à l'échelle. Par contre, ce qu'on a appris, connaissez la phrase, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends, et l'expérimentation elle nous a servi à ça, c'est qu'on pouvait s'affranchir de ces tâtonnements, comme tu dis, et dans une méthode, réussir à passer directement en choisissant les bons cas, en les cadrant de manière très collaborative avec toutes les parties prenantes, à passer directement à une étape où on met en production, où on déploie certes progressivement, mais on est déjà sur des très hauts standards en termes industriels. Alors ça implique pas mal de choses. Ce qu'on a fait effectivement, c'est une sélection de 36 cas d'usage, alors qui effectivement sont pilotés par notre COMEX, donc chaque DG a 3 ou 4 cas d'usage qui sponsorisent, donc on voit que déjà par rapport à l'implication des dirigeants, c'est important. Et puis derrière, il y a tout un arsenal finalement de mesures qui a été mis en place pour obtenir ce nativement à l'échelle, qui est facile à dire, un petit peu plus complexe à réaliser, et on y reviendra. Alors tu nous fais un petit peu de teasing sur 36 cas d'usage qui sont en fait l'objet de votre focus, de vos investissements en particulier, portés par différents DG. Est-ce que tu peux nous dire, et c'est vraiment le thème au cœur de cette table ronde, en quoi chacun de ces cas d'usage, peut-être des familles de ces cas d'usage, de ces 36 cas d'usage, en quoi ils contribuent aux grands axes stratégiques? Quels sont les territoires de valeur qui sont pour vous ceux qui sont à explorer en priorité et à l'échelle? Alors,
Ça ne va pas être très surprenant ce que je vais vous dire, mais comme beaucoup d'entreprises, comme la plupart de nos confrères en tant que banque, on a beaucoup d'usages en fait, qui sont liés au collaboratif. Donc c'est la capacité au sein de l'outillage, comme les outils bureautiques, de pouvoir utiliser ces IA génératives. C'est aussi la capacité à accéder à son propre assistant personnel dans des conditions de sécurité optimales. Et puis en ayant le bon niveau de formation, parce qu'on voit qu'avoir ces outils-là, on peut se dire tout le monde va l'adopter. En réalité, non. Il faut qu'on puisse accompagner les collaborateurs. Une deuxième famille, c'est évidemment tout ce qui va être lié au support à la clientèle. Alors là, je peux peut-être déjà faire un aparté, c'est qu'au stade actuel de notre connaissance et de notre gestion des risques de cette forme d'IA, l'IA générative, on a décidé en fait que l'humain restait toujours dans la boucle, c'est-à-dire qu'on est beaucoup dans l'assistance aux collaborateurs qui sont face à la clientèle. Et donc l'idée c'est de leur faciliter la vie en allant chercher dans des procédures, en préparant des réponses, en guidant la réponse aux emails, etc. Une autre famille, évidemment, c'est aussi pour pouvoir produire du contenu. Donc là, ça peut concerner aussi bien des fonctions de communication au niveau du groupe que des fonctions de marketing, qu'on veut de plus en plus personnaliser. Donc il y a un enjeu aussi d'hybridation avec des données qui sont les connaissances de l'entreprise, et puis également des données qui sont celles des clients, leurs profils, les produits qu'ils détiennent, etc. Une troisième famille, on va être beaucoup plus dans le support aux fonctions de middle office et de back office. C'est vrai que dans la banque, il y a des très grands processus comme le KYC, donc la connaissance client. Maintenant le SG, que moi j'assimile aussi à une forme de connaissance client. Et donc évidemment, ces formes d'IA-là ont une capacité à nous permettre de récupérer dans une masse d'informations relativement déstructurée les bonnes données qui peuvent alimenter cette connaissance. On a également tout un tas de cas d'usage qui vont se centrer sur les fonctions de contrôle. Nous, ce qu'on essaie de faire, globalement, c'est d'avoir une fonction de contrôle très orientée client. Pour pouvoir produire ça, il faut finalement les libérer, notamment par rapport à tous les corpus réglementaires qu'ils ont à gérer. Et il faut qu'on puisse ramener dans la chaîne de valeur ces contrôles le plus tôt possible, en amont, de façon à ce que, par exemple, quand un client est en interaction avec la banque et nous remet des justificatifs, dans un crédit immobilier, par exemple, on puisse mettre à l'œuvre cette IA en quasi-temps réel et finalement avoir à la fois l'expérience fluide et puis des gains de productivité, notamment pour nos fonctions de contrôle. Et puis dernier point, et c'est un cas d'usage qui fonctionne, en tout cas une famille de cas d'usage qui fonctionne très bien, c'est tout ce qui va être pour le compte de nos développeurs informatiques. Effectivement, le code informatique, c'est du langage, et donc on outille ces populations-là, et il y a un taux d'adoption qui est vraiment très fort. Alors ils avaient quand même une petite habitude d'utiliser ces outils-là, et donc ça nous facilite la tâche. Ok, c'est super clair, ça fait de nombreux cas d'usage sur de nombreuses pistes, donc c'est assez exigeant, en particulier lorsqu'on sort du territoire de la Embedded GenAI. Toute la place se cherche encore sur les bonnes recettes pour aller industrialiser au bon rythme les cas d'usage. De notre expérience, les challenges sont assez divers. On peut parler de l'aspect tech avec la maîtrise de nouvelles compétences, de cet aspect découle aussi la maîtrise des coûts. Et puis il y a évidemment l'adoption qui est au cœur de tout ça. Comment est-ce que vous vous êtes attaqué à tous ces défis? Alors, ça serait bien présomptueux de dire qu'on a résolu tous les défis, mais bon, il y a bien entendu un défi humain. On sait que pour accélérer en fait sur ces usages, il faut avoir des profils, aussi bien côté métier que côté technologique. Et puis il faut une méthode, on en a parlé, pour construire nativement à l'échelle. C'est plus que jamais pluridisciplinaire dans toutes les étapes du cycle de développement d'une solution à base d'IA. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, tu l'as évoqué, le socle technologique. Alors, construire un socle technologique en soi, ça n'a rien de bien transcendant. Là, la complexité, c'est que le monde bouge extrêmement vite. On est sur une famille de technologies qui est encore peu mature, en tout cas sur le plan industriel. Et donc, il faut faire des choix finalement en conciliant toujours ce besoin de pouvoir avancer et pouvoir délivrer de la valeur, et en même temps de sécuriser nos investissements et de rester conforme à nos politiques en termes de sécurité, de gestion des risques, etc. Alors, sur l'aspect tech, peut-être que je te laisserai développer cet après-midi dans une masterclass dédiée. Moi, je te propose qu'on se penche sur deux sujets qui sont l'humain, et puis on reviendra sur le sujet de l'environnement, qui est un sujet qui est au cœur de la gouvernance de vos cas d'usage chez Crédit Agricole. Ce sera intéressant de le creuser. Oui, alors tout à fait. La dimension humaine, évidemment, on l'a touché du doigt dans les passages précédents.
Évidemment, il y a un gros enjeu d'acculturation. Alors c'est quelque chose qui se joue sur plusieurs années, hein, c'est ce qu'on dit, la pédagogie c'est la répétition. Il concerne toutes les populations de l'entreprise. Les dirigeants, bien sûr. La bonne nouvelle, c'est qu'avec notre stratégie de déploiement, ils sont plus que jamais montés à bord. Ils vont reparler tous les 2 à 3 mois en COMEX. Et puis tous les collaborateurs, que ce soit les managers, les usagers in fine de ces systèmes-là, également ceux qui les fabriquent. Et donc ça, c'est important de faire cet effort dans la durée. Deuxième point que tu évoquais, l'aspect, on va dire, de responsabilité au sens large. Évidemment, quand on va choisir à la fois les cas d'usage, quand on va choisir la façon de les faire, donc le socle technologique, les modèles, désormais, en fait, il faut qu'on prenne en compte les attentes des métiers, une évidence, les performances techniques, la robustesse, la fiabilité, également le critère de coût, on a toujours eu tendance à le faire, et puis finalement la dimension un peu plus long terme des impacts environnementaux, et là au sens large, c'est-à-dire que c'est la consommation énergétique, bien sûr, c'est quand vous faites des data centers, ça consomme de l'eau, ça utilise aussi des ressources qui, si elles sont mobilisées pour des data centers, ne le seront pas ailleurs, peut-être pour d'autres sujets plus importants pour la transition climatique notamment. Donc voilà, donc tout ça, c'est des points de vigilance qu'on met vraiment dans nos critères de choix, aussi bien de nos investissements sur des socles technologiques que sur le choix des cas d'usage. Merci beaucoup. Alors, dans quelques mois, on va fêter les 2 ans du lancement grand public de ChatGPT. À cette occasion, on a pu lire énormément sur la place de spéculation, sur la transformation radicale de nombreuses industries, en particulier les services financiers. Depuis quelques mois, après cette vague-là, on assiste un peu à une forme de ressac, avec des analystes qui sont parfois beaucoup plus réservés, notamment parce qu'en fait, la magie attendue par certains n'a pas toujours opéré, et notamment sur la rentabilité de ces cas d'usage. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre, selon toi, sur l'avenir de l'IA générative, dans la place que tiendra cette technologie dans la stratégie du groupe? Alors là, je n'ai pas de boule de cristal. Néanmoins, si on observe un peu, on voit que sur un certain nombre de cas d'usage, on va probablement retenir autre chose que de l'IA générative par rapport aux différents critères que j'ai exposés. On observe également qu'un certain nombre d'acteurs sont en train de travailler finalement ces IA génératives, non plus sous l'angle de la puissance des modèles, mais plutôt sur le fait de les rendre de plus en plus simples à utiliser. Je pense notamment à la question de la multimodalité, c'est-à-dire la capacité à pouvoir gérer le texte, la voix, les images, les vidéos. Et puis également à nécessiter un moindre effort en termes de prompt engineering. On voit que les dernières générations d'acteurs comme OpenAI, c'est ce travail-là qui est fait, c'est de rendre de plus en plus accessible la capacité à obtenir un résultat cohérent, fiable. Et donc peut-être que l'avenir n'est plus à la course à la puissance, pour les différentes raisons que j'ai exposées, et plus à des choix en fait, qui vont privilégier l'usage. Et si on projette un peu plus loin, quelques années, probable que cette forme d'IA perdure, mais finalement soit réservée à des logiques ou une dimension conversationnelle très forte, et que tout ça reprenne sa juste place, et que le halo informationnel là, dont on a été submergé depuis 2 ans diminue, quoi. Alors, encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, mais c'est une vision qu'on pourrait avoir d'un futur possible. Ok, l'IA générative à sa juste place et des humains bien accompagnés, bien formés pour prendre cette vague-là. Un grand merci Aldric. Merci et Alexis. À l'année prochaine, très probablement. On verra, hein, réservez-moi la place.